Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue à une nouvelle émission hebdo Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Vous le savez chers auditeurs, puisque vous nous écoutez de semaine en semaine, notre territoire altiligérien, il est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société altiligérienne s'est construite avec les régimes politiques de notre pays, les religions, les traditions, les croyances, mais aussi, hélas, les guerres. Oui, les guerres font partie de notre histoire et ont fait celle de la Haute-Loire. Durant la Première Guerre mondiale, appelée aussi la Grande Guerre, la Haute-Loire est frappée comme tout le monde par la mobilisation nationale. Dans le nord du pays, on assiste à un grand déplacement de personnes qui se réfugient au sud en raison de bombardements qui paralysent l'approvisionnement en nourriture de la région. Plus de 1500 personnes en tout arriveront en Haute-Loire durant la Grande Guerre. Pour vous emmener dans l'histoire de ces bouches inutiles, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, chez Radio FM 43, le temps d'une émission, Marie-Martine Lolanier de Barba. Bonjour Marie-Martine. Bonjour Loïs. Merci d'avoir accepté mon invitation chez Radio FM 43. Études classiques, fac de droit et d'allemand, et surtout de nombreux métiers en parallèle, femme de ménage, gouvernante dans l'hôtellerie de luxe, interprète, responsable d'une entreprise de nettoyage industriel, juriste, comptable public, huissier et enfin généalogiste familiale et foncière. Tout vous intéresse tant qu'il s'agit d'apprendre. Vous écrivez aussi, je vous cite, pour perpétuer la mémoire de nos devanciers, car notre siècle n'a pas tout découvert. Vous avez notamment publié un roman historique intitulé Les Bouches inutiles, aux éditions Maya, qui raconte l'histoire d'une réfugiée du Pas-de-Calais qui gagne la Haute-Loire durant la Première Guerre mondiale. Alors tout d'abord, Marie-Martine, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi l'angle d'approche du roman pour parler des bouches inutiles. Eh bien, en fait, je suis généalogiste, donc j'ai l'habitude de fouiner dans les archives. On ne trouve pas forcément ce qu'on était venu chercher, mais on trouve autre chose. Et en l'occurrence, j'ai trouvé un acte de naissance en 1918 d'un enfant au nom typique du Nord, complètement inconnu chez nous. Et je me suis demandé pourquoi sa mère était arrivée à Beauzac. J'ai donc retracé ses origines et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toute une histoire familiale derrière. Toute la famille a toujours ignoré l'existence de cet enfant. Et comme je ne voulais pas trahir des secrets de famille, j'ai romancé en modifiant les noms et les lieux, mais en préservant la véracité des sources. Quand on parle de bouches inutiles, on parle de qui exactement ? On parle de personnes qui habitaient dans le nord de la France, qui vivaient donc dans les zones des corons, dans les zones qui étaient bombardées, qui étaient soit envahies par les Allemands, soit sous les bombardements. Durant quelle période ces bouches inutiles migrent-elles ? Dès le début de la Première Guerre mondiale, dès le début de l'invasion allemande en Belgique. Les Belges se dirigent vers la France, mais la France est aussi pour partie envahie. Donc, les gens se déplacent plus vers le sud. Ces déplacements vont durer jusqu'à la fin de la guerre. Ils ont concerné officiellement les habitants des départements du nord de la France et des zones de combat, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, la Meuse, la Meurthe, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, les Vosges et l'Oise. Mais aussi donc pas mal de Belges. Alors, il y avait eu quelques départs volontaires, ceux des personnes qui avaient les moyens de partir, simplement. C'est ce qu'ils ont fait dès 1914. Mais il y a eu aussi quelques enfants qui ont pu partir grâce aux instituteurs. Des espèces de comités de jumelage se sont faits avec des instituteurs de Bretagne et on a évacué ainsi certains enfants. En fait, ça, c'était les déplacements, je dirais, de population volontaires. Les bouches inutiles, c'était des déplacements dirigés. Et ça a commencé en 1915. Et ils sont partis en destination de tous les départements de la France métropolitaine. Bouches inutiles, c'est un terme vernaculaire, populaire, ou c'est vraiment un terme qui est donné par l'État ?
C'est un terme officiel que j'ai retrouvé dans un certain nombre de circulaires. Alors, il a d'abord été attribué par les Allemands, puis a été repris par l'administration française. Pourquoi ? Parce que ces gens, donc, étaient modestes. Il ne faut pas perdre de vue qu'on était dans une zone bombardée en permanence. Donc, il n'y avait plus d'agriculture, ou très peu. Donc, peu de nourriture. La nourriture extérieure arrivait par bateau. C'était donc aléatoire. Donc, il n'y avait pas à manger pour tout le monde. C'est très simple. Dans la rigueur administrative, on a distingué, on a catégorisé les bouches utiles, c'est-à-dire les soldats, les travailleurs de la mine, et les bouches inutiles, c'est-à-dire femmes, enfants, vieillards, qui n'étaient pas productifs. De quelle manière la Haute-Loire les reçoit-elle, ces bouches inutiles ? Est-ce qu'elles sont les bienvenues ou pas les bienvenues, ou est-ce qu'il n'est pas question de commenter, que c'est un ordre donné par l'État Voilà, alors déjà c'est obligatoire, c'est comme ça. Il y a un aspect administratif très fort. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est la façon dont ça a été organisé, dont ça a été anticipé. Dès le début de la guerre, l'administration a organisé tout cela. Alors déjà, les Allemands l'avaient fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué la population, ils l'ont fait évacuer en passant par l'Allemagne jusqu'à Genève, redescendaient à Genève. De là, ils passaient en France à Thonon et à Annemasse, et de là, on les envoyait dans tout le pays. L'administration française a repris ce schéma sans passer par l'Allemagne, mais ça se déroulait comme ça. Et ça a été vraiment anticipé, ça a été vraiment organisé en amont, à une époque où il n'y avait pas d'informatique, où il n'y avait rien, c'était quand même une sacrée organisation. Donc l'administration centrale a demandé au préfet d'inventorier tous les lieux possibles d'hébergement dans chacune des communes de leur ressort. Les préfets locaux ont demandé ça au maire. Alors ça a été plus ou moins bien fait et plus ou moins vite fait. Certaines communes, par exemple, ont tardé à répondre, ont subi des relances, tout ça. D'autres, on voyait bien là aussi l'influence de la politique. C'est-à-dire que les inventaires de 1906, consécutifs à la loi de séparation de l'Église et de l'État, ça n'était pas si loin. On est en 1914. Donc, on voit le clivage entre les maires anticléricaux qui se font un plaisir de proposer les maisons des béates, de proposer les séminaires, les couvents, plus ou moins désertés, bon voilà. Et puis les autres qui proposent, eux, en échange des ateliers, des maisons et tout cela. Ces rapports donc sont établis par les maires, remontent en préfecture, la préfecture fait un état global pour le département, qui est transmis à l'administration centrale, qui, elle, dispose de tout cela, et dit, eh bien voilà, vous me proposez dans telle commune 60 hébergements, eh bien vous en aurez 105. Voilà, c'est le cas à Tournac, par exemple. Une fois que tout cela est fait, que ces listes sont établies, les personnes sont évacuées. Alors ça se passe au fil des mois, au fil du temps, par des convois, et il n'y a pas de regroupement familial véritable. En fait, on fait partir par exemple les femmes avec leurs enfants, mais pour autant pas forcément avec les parents âgés ou les beaux-parents. Il n'y a pas de regroupement géographique non plus, c'est un peu au hasard des places disponibles et des convois tels qu'ils sont organisés. Donc une fois qu'ils arrivent à Thonon et Annemasse, ils prennent le train pour aller dans leur commune d'attribution, d'affectation. À l'arrivée, ils sont pris en charge par le maire, qui leur fournit, avec l'aide de la Croix-Rouge, quelques vêtements et quelques meubles, qui leur montre leur logement. Et le maire, après, va leur distribuer leur allocation mensuelle, qui est du même montant que celui des femmes de soldats mobilisés. L'autre aspect, je pense qu'on en reparlera, c'est l'accueil par la population. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que lorsque ces réfugiés arrivent, ils n'ont rien. Ils sont partis sous les bombes. Ils avaient quelques vêtements, mais sans plus. On leur a donné des vêtements sur le trajet. Des villages entiers étaient détruits. Donc ils sont partis, ils n'avaient rien. Ce sont des personnes complètement démunies qui arrivent dans des lieux qu'ils ne connaissent pas. Quelles sont les localités qui reçoivent le plus de réfugiés ? Il faut être clair, on a des données seulement partielles. Parce que les listes qu'on a conservées, qu'on peut retrouver, ne comportent pas l'identité des enfants, par exemple, ni le nombre d'enfants. On met Madame Machin et ses enfants, et sa famille, mais sans dire combien il y a d'enfants.
Donc ça complique un peu les choses. D'où la difficulté à avoir un nombre précis de personnes. Absolument. Augmenté par le fait qu'on n'a pas pu faire de regroupement, par exemple, avec les recensements, puisqu'il n'y a pas eu de recensement de population jusqu'en 1921. Pendant la période de guerre, il n'y en a pas eu. Alors, il y a quand même quelques caractéristiques. Par exemple, en toute logique, il y en a plus dans les grandes villes que dans les petites. Pour vous donner un exemple, moi, je n'ai travaillé que sur les personnes venant du Pas-de-Calais. Mais au Puy, il y a eu 104 familles venant du Pas-de-Calais. À Monistrol, 39. À Saint-Didier-la-Siauve, 48. Mais il y en a eu partout. Le bassin minier du nord du département, il y a eu 62 familles entre Vergonjon, Landes et Sainte-Florine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du travail. Ceux qui voulaient travailler en avaient la possibilité. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'à Saint-Étienne, il y en a eu autant. Il y en a eu plus de 4500. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du travail dans les usines d'armement, les cartoucheries, les usines d'armes et tout ça, et la mine. Mais les petites communes en ont reçu aussi. Saint-Èble, j'ai relevé Saint-Èble, Chanteuge, Vazeilles-Limandre et Berbezy, imaginez. En fait, j'ai relevé donc 70 communes qui ont reçu des réfugiés du Pas-de-Calais. Mais il y en a eu dans toutes les communes du département, qui venaient d'autres départements, effectivement, que là. On peut parler aussi des camps de concentration. Alors le terme semble surprenant. À requalifier dans ce contexte-là. Alors c'était le terme de l'époque, concentration au sens regroupement. Il y en a eu 3 en Haute-Loire. L'un c'était à la Chartreuse à Brive, l'autre à Monistrol à l'ancien séminaire, et l'autre à Aurec à l'ancienne papeterie. On y regroupait tout ce qui à l'époque semblait être des suspects d'espionnage. Alors, ça peut nous paraître maintenant un peu cocasse, mais à l'époque, il y avait une telle, une paranoïa qui faisait qu'on voyait un ennemi partout. Donc on se méfiait. Et tous les gens qui étaient, par exemple, les étrangers, les femmes d'étrangers, tous les gens un peu douteux, tous ces gens-là partaient dans ces camps. Alors, ils étaient catégorisés, c'est-à-dire qu'à la Chartreuse, c'était les étrangers. Au séminaire de Monistrol, c'était les prisonniers alsaciens-mosellans. Et au REC, c'était tous les autres, c'est-à-dire les femmes d'étrangers, les SDF, les voyous, les repris de justice, les prostituées, tous ces gens-là, c'était au REC. Les mieux traités, ceux qui attiraient le plus la sympathie, c'était ceux de Monistrol, les prisonniers alsaciens-mosellans. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que de fait, ils étaient de nationalité allemande et ils avaient l'uniforme allemand. Mais en fait, on se battait, l'Alsace et la Lorraine redeviennent français. Et ils étaient alsaciens et mosellans, donc on ne pouvait pas leur en vouloir. Et pour Aurec ? À Aurec, le camp a pu compter 1 millier de personnes. Alors certains n'y demeuraient pas longtemps, juste le temps de vérifier leur identité et s'ils étaient susceptibles d'être ou non des espions. Mais d'autres étaient carrément incarcérés lorsqu'ils étaient vraiment pas dans la norme, pour dire des choses comme ça. Les familles vivent ensemble dans ces camps, mais ils n'ont pas la liberté qu'ont les autres bouches inutiles. Est-ce qu'il y a un choc culturel pour ces populations de réfugiés qui arrivent soudainement en Haute-Loire et qui viennent quand même du Nord ? Et on sait que parfois les traditions culturelles, culinaires, historiques ne sont pas les mêmes que dans le Sud. Est-ce qu'il y a un choc culturel pour ces gens ? Tout à fait. Ce sont 2 mondes, à tous les niveaux. Le climat n'est pas le même. Ils viennent d'un climat océanique. Ils arrivent dans un climat montagnard, avec des étés arides et secs et des hivers sous la neige. Ils viennent d'endroits où l'altitude moyenne est de 98 mètres là-bas. Chez nous, ça les change, ça n'a rien à voir. La langue, eux, ils parlent ch'ti. Chez nous, on parle patois. La langue qui devrait être commune, le français, est fort mal parlé dans les 2 camps, si je puis dire. La terminologie utilisée n'est pas la même. Je ne sais pas non plus si les gens d'ici ont fait beaucoup d'efforts pour parler français et pour comprendre ce qu'ils disaient. Il y avait des coutumes similaires, par exemple la fête des saints patrons. Mais un Reinage, ils ne savaient pas ce que c'était. Le carnaval fêté dans le Nord, à part à Saint-Didier, vous n'avez pas la même ampleur, on ne le connaissait pas. La cuisine n'a rien de commun. Je prends l'exemple des chicons.
Qui au Monastier savait ce qu'étaient des chicons? Personne. C'est quoi? Les endives. Des endives. Eh oui. Le café était rare là-bas, il était rare chez nous. Mais dans le Nord, on buvait de la chicorée, et ici, on buvait de l'orge grillée. Et notre brave dame, dans nos campagnes, dans son hameau, à qui la personne du Nord disait « Ah, je vais faire du pain de chien », qu'est-ce qu'elle pouvait imaginer? Elle rappelait ses toutous. Ben non, en fait, le pain de chien, dans le Nord, c'est un pudding fait avec du pain rassis. Mais comment le savoir? Une sorte On de le pain savait perdu? pas. Non, pas du tout. Oui, Si, voilà. ouais, pain perdu. Enfin, moins riche, moins riche. Moins riche. Ouais. Oui. Pareil, nos femmes du Nord, elles connaissaient pas la jambonnette, elles connaissaient pas le saucisson. Elles allaient pas tremper leurs tartines de maroilles, il y en avait pas. Mais aller tremper du fromage aux artisous dans le matin dans le pseudo-café, c'est pas évident. Bon, donc, la communication était difficile. Le travail de la terre aurait pu rassembler. Mais là aussi, il n'y avait rien de commun. Dans le Nord, les exploitations de céréales, c'était des grandes surfaces. Il y avait de grandes surfaces aussi pour la culture de la betterave, pour les usines de sucre. Ici, la règle, c'est les petites exploitations. En plus, les femmes venant de la ville, des corons, si elles avaient 2-3 poules et un ou deux lapins, d'accord. Enfin, elles ne connaissaient rien à la traite des vaches, ni à la tuaille du cochon. Donc tout ça, c'était des choses différentes. C'est-à-dire qu'en Haute-Loire, on est plus sur une agriculture très vivrière, très... Oui. Voilà, très... Voilà, alors que dans le Nord, c'était pas du tout les mêmes pratiques agricoles. Non. L'église, ça pourrait être un point de rassemblement, parce que la plupart sont catholiques. Mais les pénitents, personne ne sait ce que c'est dans le Nord. Les réénages non plus. Donc voilà, c'était des sources de surprise. Que vous dire encore de différent? Les loisirs aussi, c'était pas les mêmes. Les bals, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. On n'y allait pas dans les bals, ou très peu. Et puis, on ne se mélangeait pas. En ville, finalement, c'est là que l'adaptation a été la moins compliquée, parce que le travail en usine favorise les échanges. Et puis, il y a plus d'anonymat. Donc, c'est plus simple. À la campagne, les gens sont parfois méfiants, parfois jaloux. Parce que déjà, il y a cette fameuse allocation. Ces personnes sont arrivées, on leur a fait cadeau de meubles et de vêtements. Alors que les gens d'ici, ils les payent. On leur donne une allocation, qui est donc la même que celle des femmes de soldats mobilisés. Elles ne sont pas obligées de travailler. Vous imaginez ce que ça peut générer dans nos campagnes. Et en plus, si elles vont travailler, elles ont double ressource. Alors là, ça génère des jalousies extrêmes. Mais enfin, est-ce que ce type de choc culturel est spécifique à cette époque? Je ne le pense pas. C'est un peu général à toutes les nationalités déplacées, à toutes les époques. Est-ce que ces migrations, elles créent des problèmes logistiques pour l'organisation du territoire de Haute-Loire? Oui, parce qu'un afflux de personnes tel génère forcément des complications. Par exemple, sur le plan local, les maires sont débordés. Ils sont débordés parce qu'il a fallu accueillir les réfugiés, expliquer un peu la vie telle qu'elle est dans les campagnes. Il faut leur fournir le charbon pour le chauffage, il faut leur fournir leur allocation, il faut gérer tous les petits problèmes du quotidien, que ce soit pour les réfugiés ou que ce soit aussi pour la population locale qui ne comprend pas tout forcément tout le temps et auquel il faut tout expliquer. Ils sont l'intermédiaire premier des réfugiés. C'est eux qui sont la courroie de transmission pour la préfecture, par exemple. Lorsque des réfugiés veulent partir, pour eux, lorsqu'ils ont appris où se trouvaient d'autres membres de leur famille, ils veulent les rejoindre. Mais c'est soumis à l'accord donc, du préfet. C'est eux la courroie de transmission. C'est eux aussi qui signalent au préfet quelques réfugiés dont ils aimeraient bien se débarrasser parce que ce ne sont pas des gens qui font d'efforts et qui commettent des incivilités, par exemple. Les maires doivent remplir des états mensuels pour la préfecture qui sont d'une complexité terrible et qui touchent tous les domaines. J'ai vu, par exemple, un état où il faut recenser le nombre de caleçons destinés aux réfugiés. Et par ailleurs aussi l'état, par exemple, des défunts, des réfugiés défunts. La gendarmerie aussi renforce sa surveillance.
tout ce flux de nouveaux habitants. Je pense aussi à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent. Il faut les intégrer dans les écoles locales. Bon, il faut aussi saluer beaucoup, vraiment, le rôle de la Croix-Rouge. Son antenne locale à Espaly a vraiment œuvré un maximum. Ils sont même allés jusqu'à organiser une grande tombola auprès de la grande bourgeoisie locale pour récolter des fonds en faveur des réfugiés. À la fin de la guerre, est-ce que ces réfugiés, déjà, est-ce qu'ils repartent tout de suite chez eux ou est-ce qu'il y a un laps de temps? Et puis, est-ce qu'ils repartent tous chez eux dans le Nord? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a certains qui restent, qui se marient et qui restent vivre en Haute-Loire? Il y en a eu quelques-uns, mais c'est très très peu. En fait, vraiment très peu, c'est vraiment marginal. Certaines personnes âgées sont mortes ici aussi, mais la plupart étaient venus de façon temporaire et leur but était de repartir et de reconstruire leur vie chez eux. Mais le retour dans le Nord n'a pas été immédiat ni facile. Pourquoi? Alors, j'ai été sur le coup surprise de voir qu'il fallait qu'ils demandent l'autorisation de repartir, de rentrer chez eux. Ça peut surprendre. Il fallait qu'ils remplissent des états où ils mettaient non seulement leur état civil, mais aussi le nom des personnes qui allaient les accueillir, leur point de chute, le nom de leur employeur, enfin tout un tas de renseignements comme ça qui peuvent surprendre. Mais après, j'ai compris pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien dans le Nord. Il fallait tout reconstruire. Donc il fallait reconstruire bien sûr les maisons, mais aussi toutes les infrastructures routières, les écoles, enfin tout. Les routes, par exemple, je prends l'exemple de Labassé. Labassé, c'est une commune. Pourquoi Labassé? Parce qu'il en est arrivé plus de 120 réfugiés, plus de 120 réfugiés en Haute-Loire, venant de Labassé. Et Labassé avait été rasé. Il n'y avait plus rien. Il a donc fallu tout reconstruire. Alors comment on a reconstruit? Eh bien, on a repris non pas les derniers plans cadastraux existants, mais les précédents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été détruits. Donc on a reconstruit des bâtiments d'urgence qui étaient très sommaires, souvent recouverts seulement de peinture ou de bitume. Et j'ai été très surprise de voir que ces bâtiments, qui étaient censés être provisoires, ont perduré pour certains jusqu'en 1970. C'est étonnant. Et donc, tout ce temps de reconstruction a fait que les réfugiés n'ont pu rentrer chez eux qu'à partir de 1920-22. Et ça a duré jusqu'à 1926. Pourquoi est-ce que ces grands déplacements de population, ils sont un peu gommés, masqués ou mis de côté quand on apprend l'histoire à l'école? Est-ce qu'ils ont été quelque part un peu, vous diriez, oubliés du grand public? Alors, ils ont été soit oubliés, soit méconnus. Pourquoi? Pour moi, il y a deux raisons. La première, tient aux personnes. À la fin d'un épisode aussi meurtrier, on a envie de quoi? On a envie de passer à autre chose, on a besoin de résilience. Ces personnes qui étaient venues de façon temporaire, leur envie, c'est de rebâtir, de tout rebâtir, aussi bien eux-mêmes que leur famille, que leur lieu de vie. Donc, le mieux à faire, c'est d'oublier et de passer à autre chose. Pareil pour les gens de chez nous. Les gens de chez nous, il faut qu'ils s'occupent déjà de faire leur deuil de tous leurs enfants qui sont morts à la guerre ou qui sont disparus, qu'ils gèrent aussi tous les handicapés, gravement handicapés qui sont revenus de la guerre dans un tel état. Et puis, le travail n'attend pas. Il faut travailler. On n'a pas le temps ni les moyens de s'apitoyer. Ça, c'est l'aspect des personnes. Et puis, il y a aussi l'aspect de la communication. À l'époque, la communication, elle est basée sur la propagande et le patriotisme. Le patriotisme, c'est regarder la bravoure de nos poilus. Et c'est très louable et c'est très bien, et Dieu sait que ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais il faut voir aussi que l'information était donc orientée là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, on a filmé les taxis de la Marne qui partaient sur le front. Mais on n'a pas filmé les réfugiés qui venaient du front. Et la différence avec l'exode de 1940, c'est que justement la communication a été beaucoup plus abondante. En 1940, on a beaucoup filmé l'exode. C'est pour ça aussi qu'on en a plus connaissance. Et donc la communication n'était plus la même et elle a permis de mieux informer de la vraie situation. L'hospitalité, c'est une composante de l'Altigérie? Oh, il me semble, oui.
On est en zone de moyenne montagne où le climat est rude et la vie est austère, au moins à l'époque. Ça incite donc à observer avant de donner sa confiance, mais quand on la donne, c'est définitif. Mais en parallèle, l'hospitalité est la règle. On ne va pas laisser à l'époque quelqu'un sur la route, dans les congères et sous la burle. Donc les granges sont ouvertes et voir le feu dans la cheminée et la soupe. Le recul de l'illettrisme, je pense, l'ouverture au monde ont permis aussi que l'hospitalité altiligérienne se développe encore. On peut voir ça, je pense, actuellement sur l'aspect peut-être plus convivial des rapports sociaux, donc le réseau des comités de jumelage qui fonctionne très bien. Également, tout ce qui est accueil des pèlerins, qui n'est pas forcément un but mercantile. Et puis alors surtout et avant tout, et on ne peut pas passer outre, l'accueil des Juifs au Chambon-sur-Lignon, parler juste, plus largement, pas que le Chambon. Effectivement, ça avait beaucoup au Chambon-sur-Lignon, on peut le souligner. Oui. Et puis aussi l'accueil récemment des Ukrainiens. Merci Marie-Martine d'être venue chez Radio FM 43. Merci Loïs de m'avoir reçu. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez eu énormément de plaisir de partir, tout comme moi, dans cette histoire toujours un peu singulière. La Première Guerre mondiale, c'est fort en émotion. C'est beaucoup d'hommes qui sont tombés au front. Donc voilà, c'est toujours assez délicat de parler de cette période. Néanmoins, elle fait partie de notre histoire. Et vous voyez que même localement, elle a impacté notre territoire durant de nombreuses années. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique hebdo Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.